Un soir précis, 2 chiffres tombent et tout un pays bascule d'un seul mouvement silencieux. Les importations agricoles s'effondrent tandis que les prix locaux explosent, créant un paradoxe brutal et inquiètent une élite convaincue que rien ne peut changer sans aide extérieure. Que signifie, pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui suivent le Burkina Faso de loin, le fait de parier l'avenir d'une nation sur cette rupture radicale avec l'Occident ? Dans cet instant suspendu, chaque graine plantée, chaque camion arrêté à la frontière pèse plus lourd que des années entières de discours diplomatiques. Lorsque la décision tombe, une promesse implicite apparaît. Transformer une crise annoncée en chance historique. Le bénéfice central, reprendre le contrôle du sol national, devient l'axe autour duquel tout le discours se restructure car il condense en 10 mots l'enjeu vital de cette transition. Mais au-delà des formules, le risque demeure immense. La rupture avec les intrants occidentaux ne garantit ni stabilité des prix, ni sécurité alimentaire immédiate, surtout dans un pays déjà fragilisé par les aléas climatiques. Ce qui rend l'équation encore plus sensible, c'est que chaque région vit cette bascule à un rythme différent, révélant des tensions que l'on ne perçoit pas au premier regard. Et pourtant, un signe intrigant surgit au milieu du tumulte. Malgré la peur initiale, une partie du pays semble avancer plus vite que prévu, comme un signe discret, comme si une dynamique invisible s'activait sous la surface. L'enjeu véritable devient alors clair. Comprendre si cette impulsion peut tenir suffisamment longtemps pour créer un point de non-retour politique, économique et symbolique. Les premières heures après la fermeture des frontières révèlent un détail que peu avaient anticipé. Le choc attendu n'a pas détruit l'ensemble du système agricole. Au contraire, un indicateur surprend immédiatement, la dépendance atteignait 2,7 milliards de dollars d'intrants importés, un poids si massif que sa disparition brutale expose enfin l'ampleur du problème. Dans cette lumière nouvelle, la décision d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente, car elle ne s'inscrit pas seulement dans une logique de rupture, mais dans une tentative de comprendre ce qui étouffait réellement la capacité productive du Burkina Faso. Depuis des décennies, les agriculteurs se trouvaient enfermés dans un cycle autoréalisateur, des semences brevetées trop coûteuses, des engrais chimiques importés qui appauvrissaient la terre et une promesse illusoire selon laquelle chaque nouvelle saison dépendrait d'une technologie étrangère toujours plus chère. Le pays avançait sous l'ombre d'un modèle unique, où la croissance agricole reposait moins sur l'adaptation locale que sur une dépendance structurelle à des multinationales dont les priorités ne coïncidaient pas avec les besoins du Sahel. Lorsque les camions occidentaux s'arrêtent net aux frontières, ce n'est donc pas seulement une chaîne logistique qui s'interrompt, mais une façon de penser la production alimentaire. Au même moment, les critiques internationales se cristallisent. On parle de crise, d'imprudence, d'isolement. Pourtant, dans les villages, un autre mouvement s'amorce. Des paysans ressortent des variétés anciennes, longtemps reléguées à la marge, et redécouvrent des pratiques que les décennies de modernisation forcée avaient presque effacées. C'est là que se produit la transition silencieuse, non pas une révolution spectaculaire, mais une recomposition lente et méthodique de la relation entre le sol, les cultivateurs et la souveraineté. Et la question soulevée en P1 trouve ici son premier écho. Si la dépendance était si profonde, que devient un pays quand il commence à respirer par ses propres moyens, même maladroitement au début ? Au milieu de cette transition encore fragile, une figure s'impose naturellement comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, non pas dans une posture héroïque, mais dans celle d'un dirigeant confronté chaque jour à des réalités concrètes. Sa décision ne se comprend réellement qu'à travers les effets immédiats observés sur le terrain, là où les premiers signes de rupture apparaissent. Comme illustration, dans une commune rurale du centre-nord, une coopérative autrefois dépendante des semences hybrides se retrouve soudain sans accès à ses fournisseurs habituels. Au lieu d'abandonner ses terres, elle réorganise ses stocks, échange ses semences locales oubliées et réactive un réseau d'entraide qui semblait avoir disparu. Les récoltes n'augmentent pas encore, mais la dynamique interne change. Les paysans décident d'eux-mêmes quoi planter, comment et avec quels moyens, un glissement discret mais lourd de sens. Comme illustration, plus au sud, un groupe d'agriculteurs, confrontés à la hausse des prix des engrais importés, se tourne vers des ateliers de compostage improvisés.
Les résultats restent modestes, mais les coûts chutent immédiatement et la pression financière se relâche légèrement. Ce n'est pas une réussite spectaculaire, c'est un premier pas, un ajustement qui montre que la chaîne alimentaire peut encore fonctionner, même sous contrainte. Ces deux cas ne suffisent pas à définir un modèle national, mais ils éclairent un point crucial. La transition ne repose pas uniquement sur une politique d'État, elle naît aussi de micro-réactions locales. Et dans cette articulation entre décision centrale et réponse de terrain, se fabrique la possibilité d'un nouvel équilibre. Cela signifie que les signaux faibles annoncent souvent les virages majeurs. Tout commence par un geste net. Les frontières se ferment, les camions s'arrêtent et l'économie agricole bascule sans préavis. La mesure paraît brutale, presque irréversible, et personne ne sait encore si le pays peut absorber un tel choc. Dans les premières 48 heures, les marchés régionaux répercutent immédiatement l'événement. Certains produits doublent de prix, d'autres disparaissent temporairement. Les analystes étrangers y voient la preuve que la manœuvre d'Ibrahim Traoré est trop risquée, trop rapide, trop hors norme pour un pays déjà sous tension. Mais sur le terrain, le mouvement prend une autre forme. Des réunions improvisées dans les villages, des chefs de coopératives qui réorganisent les stocks, des familles qui relèvent leurs anciennes méthodes de conservation. Le pays entre dans une zone où chaque décision, même minuscule, modifie l'équilibre. Et ce premier désordre, loin de paralyser le pays, libère une énergie inattendue. À mesure que les jours passent, les effets se combinent. Les semences brevetées, autrefois dominantes, deviennent rares. Les agriculteurs redécouvrent alors des variétés délaissées, parfois conservées dans de simples bocaux familiaux. Cette réorientation forcée crée un élan. Les échanges de semences locales se multiplient et des ateliers artisanaux de compostage apparaissent dans plusieurs régions. Le gouvernement amplifie le mouvement, encourageant la formation agricole, soutenant les groupements ruraux et accélérant la diffusion de techniques adaptées au Sahel. Là où les experts étrangers voient un risque d'effondrement, les communautés locales perçoivent une ouverture, moins de charges, plus de marge d'autonomie, davantage de décisions restituées aux paysans eux-mêmes. La transition prend la forme d'un puzzle. Chaque pièce semble petite, mais l'ensemble compose un basculement silencieux. Et ce moment devient le point culminant. L'économie alimentaire n'est plus pilotée par l'extérieur, mais par la somme d'initiatives internes, homogènes dans leur intention, hétérogènes dans leurs moyens. Ce climax n'est pas spectaculaire, il est progressif, insistant, cohérent. Le pays ne s'effondre pas. Il s'ajuste, se contracte, puis commence à se reconfigurer. Lorsque l'onde atteint son apogée, un nouveau rythme se met en place. Les prix cessent de monter, les circuits courts se stabilisent et plusieurs régions trouvent des points d'équilibre temporaire. Les coopératives deviennent des noyaux de redistribution, les ateliers organiques se professionnalisent et les importations réduites laissent place aux échanges régionaux, notamment avec le Mali et le Niger. La dépendance extérieure n'a pas disparu, mais elle s'est fissurée. L'écosystème agricole commence à fonctionner selon une logique interne. Contraintes locales, ressources locales, arbitrages locaux. Les critiques internationales persistent, mais leurs arguments s'émoussent face aux résultats visibles dans les villages. Le pays ne connaît pas encore la stabilité, mais il n'est plus dans le chaos. Il existe désormais des zones où la transition est déjà engagée, d'autres où elle commence à peine, et quelques-unes où elle hésite encore. Un paysage en mouvement, mais un mouvement orienté. Cette séquence complète, déclenchement, montée, retombée, ne règle pas la question centrale, mais elle en change radicalement la portée. Dès lors que le pays a survécu au choc initial, qu'est-ce qui peut réellement l'empêcher de poursuivre sa trajectoire ? Les premiers mois suivant la fermeture des frontières offrent enfin un terrain mesurable. La transition n'est plus seulement une idée politique, elle devient un ensemble de chiffres qui permettent d'évaluer la solidité du pari engagé. C'est ici que le cadre baseline, Delta, prend tout son sens car il montre comment un pays réputé dépendant de l'extérieur commence à redessiner son système agricole à partir de ses propres ressources. L'approche peut sembler technique, mais elle révèle ce que les débats idéologiques dissimulent. Les données racontent
Une histoire différente, moins spectaculaire mais plus concrète. Et dans cette histoire, chaque variation compte, car elle mesure non seulement les effets économiques, mais aussi la profondeur du changement social initié par la décision d'Ibrahim Traoré. C'est la première variation majeure enregistrée. Une chute nette des volumes entrants. Ce delta, loin d'être uniquement comptable, indique la vitesse à laquelle le pays coupe les flux extérieurs sans s'effondrer. En d'autres termes, cette baisse révèle une adaptation rapide des circuits locaux face à l'urgence. Ce changement ne signifie pas encore autonomie totale, mais il marque la fin d'un automatisme. Importer n'est plus considéré comme la seule voie possible. Les régions commencent à diversifier leurs approvisionnements, et certaines zones rurales démontrent qu'une réduction de la dépendance n'entraîne pas mécaniquement une crise alimentaire généralisée. Ce pourcentage peut sembler modeste, mais il est déterminant dans un contexte de transition. Il montre que la substitution des semences importées par des variétés indigènes ne réduit pas mécaniquement les rendements. En d'autres termes, la progression confirme que les cultures locales résistent mieux aux contraintes climatiques. Cette hausse ne provient pas d'une révolution technologique, mais d'un recentrage sur des pratiques adaptées au Sahel. Semis résilients, sols reposés, engrais organiques, produits localement. Elle indique également que le choc initial n'a pas empêché la montée en puissance d'une production enracinée, moins dépendante de facteurs extérieurs et plus réactive aux crises climatiques. Ce volume, atteint sur les premiers mois, dépasse largement les prévisions initiales. Il montre comment le compostage, autrefois marginal, devient un pilier structurel de la transition agricole. En d'autres termes, ce volume atteste d'une mobilisation collective capable de compenser l'offre perdue. L'essor de cette production modifie la configuration du secteur. Les engrais importés ne sont plus incontournables et les communautés locales deviennent productrices d'un intrant essentiel. Plus encore, il illustre l'effet d'entraînement créé par la décision politique. Lorsque l'État fixe un cap, les villages s'alignent, innovent, expérimentent et produisent au-delà des attentes. Dans son ensemble, ce triptyque de données ne constitue pas une preuve définitive que la transition mènera à l'autosuffisance complète. Mais il valide un point crucial. Le pays dispose de marges de manœuvre que les scénarios pessimistes ignoraient, et lorsque la trajectoire est renforcée à la fois par la réduction des importations, l'amélioration des rendements et l'essor des ressources locales, la logique du changement cesse d'être théorique pour devenir opérationnelle. La transition ne s'exprime plus en slogan, elle s'exprime en chiffres, en dynamique de terrain et en une reconfiguration qui semble désormais difficile à inverser. Pour comprendre la portée réelle de la décision, il faut examiner les arguments favorables et défavorables dans leur version la plus solide. Le débat n'est pas un échange de slogans, il repose sur deux visions différentes de ce que signifie nourrir un pays et préserver son autonomie. Du côté des partisans, selon eux, la rupture opérée par Ibrahim Traoré n'est pas seulement un acte politique, mais une nécessité économique. Le pays dépensait des milliards pour importer des intrants qui fragilisaient progressivement les sols et enfermaient les agriculteurs dans une dépendance chronique. Ils avancent que le recentrage sur les semences indigènes et les engrais organiques permet de réduire les coûts structurels, de stabiliser les revenus ruraux et de restaurer une production adaptée au climat du Sahel. Pour eux, la transition est difficile, mais indispensable, car elle redonne aux communautés agricoles un contrôle qu'elles avaient lentement perdu au fil des décennies. Du côté des critiques, ce camp met en avant les conséquences à court terme, hausse des prix, pénurie locale, tensions logistiques. Ils estiment que couper les intrants occidentaux sans filet de sécurité expose les régions vulnérables à des risques alimentaires réels. L'absence d'une infrastructure mature pour produire des engrais organiques ou multiplier rapidement des semences indigènes complique la transition. Pour eux, la mesure est trop rapide, trop radicale et trop coûteuse socialement, surtout dans un pays où de vastes zones rurales vivent déjà au bord de la précarité. En examinant les deux visions, lorsque l'on confronte ces deux visions aux faits observés durant les premiers mois, une nuance essentielle apparaît. Oui, les risques existaient et certains subsistent encore. Mais les données recueillies, réduction de 40% des importations, hausse de 15% des rendements, 300 000 tonnes d'engrais organiques produits, démontrent que les scénarios d'effondrement systémique ne se sont pas matérialisés.
Ces chiffres ne détruisent pas la critique, mais ils l'affinent. Le danger n'était pas l'arrêt lui-même, mais la capacité du pays à réagir, et cette capacité s'est révélée plus forte que prévu. Le débat ne se résout pas en faveur d'un camp, mais il montre que la trajectoire engagée est viable si elle reste accompagnée, progressive et ancrée dans les dynamiques locales. Un point bascule apparaît. Au milieu de la transition, une révélation inattendue prend forme. Les premières récoltes issues de semences locales ne se contentent pas de tenir. Elles surpassent les prévisions prudentes établies au début de la crise. Ce changement, discret mais décisif, modifie la perception de l'ensemble du processus. Ce n'est plus seulement une politique audacieuse d'Ibrahim Traoré, c'est une dynamique agrégée de milliers de gestes agricoles qui s'alignent lentement dans la même direction, comme si le pays retrouvait une mémoire enfouie. La réussite des variétés résistantes au Sahel offre un point d'appui psychologique majeur. Elle prouve que la rupture ne condamne pas la nation à l'instabilité permanente. Les ateliers de compostage structurel remplacent progressivement l'improvisation du départ, et les coopératives commencent à fonctionner comme des petits centres de résilience locale. En parallèle, l'écosystème régional se réorganise, le Mali et le Niger, engagés dans des trajectoires similaires, deviennent des partenaires naturels, consolidant la logique d'une souveraineté alimentaire africaine émergente. Ce midpoint n'annonce pas la victoire, mais il marque un avant et un après. À partir d'ici, la question n'est plus de savoir si la transition est possible, mais jusqu'où elle peut aller avant de rencontrer sa limite structurelle. Les effets de la transition commencent à se manifester dans la durée, révélant des conséquences différentes selon les acteurs concernés. La dynamique n'est pas homogène. Chaque groupe traverse la transformation à son propre rythme, avec ses contraintes et ses marges d'adaptation. C'est dans cette diversité que se lie l'impact réel du pari lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour les exploitants, la transition représente d'abord un défi matériel. Faire face à la hausse temporaire des prix, réorganiser les stocks, réintroduire des variétés anciennes. Cependant, au bout de quelques mois, les premiers bénéfices apparaissent. La baisse des coûts liés aux intrants importés soulage la pression financière, tandis que les semences locales montrent une meilleure adaptation au sol appauvri. Les ateliers de compostage structurent de nouveaux savoir-faire, offrant une forme d'autonomie technique. Les rendements ne connaissent pas encore un bond spectaculaire, mais la dépendance recule. Et cette inversion silencieuse redéfinit leur horizon. Les petits transformateurs, commerçants, transporteurs et coopératives vivent une période instable. Les fluctuations de prix perturbent leurs marges et les ruptures d'approvisionnement compliquent le quotidien. Cependant, certains segments découvrent de nouvelles opportunités. Les circuits courts gagnent en valeur, les produits locaux sont davantage mis en avant et des partenariats régionaux émergent progressivement. La reconfiguration du marché crée un environnement moins dominé par les importations, permettant à de petites structures de renforcer leur position dans la chaîne alimentaire. Les citadins ressentent le choc plus directement, hausse des prix, pénurie ponctuelle, incertitude. Le lien entre décisions politiques et panier alimentaire devient immédiat, mais à mesure que les filières locales se stabilisent, les prix cessent d'augmenter et une forme de routine se réinstalle. Certaines familles redécouvrent des produits locaux longtemps délaissés et la stabilisation progressive des marchés réduit l'inquiétude quotidienne. La transition reste exigeante, mais elle n'est plus perçue comme une menace constante. Au niveau régional, l'impact est significatif. Le Mali et le Niger renforcent leurs échanges avec le Burkina Faso, créant une zone de complémentarité agricole. Les engrais organiques circulent davantage, les semences locales sont partagées, et un réseau informel de souveraineté alimentaire se met en place. Cette coopération donne à la région une identité nouvelle, moins dépendante des flux occidentaux et plus adaptée aux réalités climatiques du Sahel. Sur la scène internationale, cette orientation suscite autant de méfiance que de respect, mais elle installe durablement le Burkina Faso dans une posture de précurseur. À travers ces 4 prismes, une conclusion se dessine. La transition ne produit pas un effet uniforme, mais une constellation d'ajustements qui, combinés, modifient durablement la trajectoire du pays. Dans cette trajectoire centrale, le pays poursuit sa transition sans accélération spectaculaire, mais sans rupture grave non plus. Les coopératives renforcent leurs capacités, la production d'engrais organiques augmente lentement,
et les semences locales s'étendent à davantage de régions. Cependant, certaines zones restent en retard. Manque de formation, sécheresse persistante, infrastructures inégales. Les prix se stabilisent sans pour autant redescendre totalement, et les marges d'adaptation varient selon les territoires. Ce scénario implique une continuité exigeante. Le pays avance, mais chaque progrès nécessite un effort constant de coordination et de soutien. Ici, les éléments favorables s'alignent. Les récoltes issues de variétés résistantes surpassent les attentes, la production d'engrais organiques se professionnalise plus vite que prévu et la coopération avec le Mali et le Niger s'intensifie. Les circuits courts gagnent en efficacité, les marchés locaux deviennent plus prévisibles et les coûts de production continuent de baisser. Dans cette version, la transition amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devient un modèle continental émergent et le pays se positionne comme moteur d'une souveraineté alimentaire sahélienne. Ce scénario suppose une dynamique collective forte, capable d'amortir les chocs et de convertir les initiatives locales en une véritable stratégie nationale. Dans ce cas, plusieurs facteurs convergent négativement: saison difficile, capacité de compostage insuffisante, tensions logistiques régionales ou découragement des petits producteurs. Les prix repartent à la hausse, certaines coopératives abandonnent les variétés locales faute de rendement immédiat et les stocks deviennent irréguliers. Le pays se voit à nouveau contraint d'importer une partie des intrants, non par stratégie, mais par nécessité. Cette trajectoire n'efface pas entièrement les acquis, mais elle fragilise la transition. Le pays reste tiraillé entre l'autonomie souhaitée et la pression d'un système international toujours dominant. La question centrale n'est pas de prédire lequel de ces scénarios s'imposera, mais de comprendre que chacun dépend du même levier, la capacité du pays à transformer des initiatives locales en structures durables. La transition n'est pas une ligne droite, c'est une tension permanente entre résilience, adaptation et cohérence. Au-delà des chiffres, des politiques et des tensions internationales, cette transition soulève une question intime. Qu'est-ce que cette histoire dit de nous, de nos choix et de notre rapport au monde ? Car les transformations vécues au Burkina Faso ne concernent pas uniquement les agriculteurs ou les institutions. Elles résonnent différemment auprès de 3 grandes catégories d'auditeurs. Pour les personnes ayant grandi dans un environnement rural, la trajectoire du pays évoque un sentiment familier. La lutte quotidienne pour préserver le sol, transmettre des savoir-faire et trouver un équilibre entre tradition et besoins modernes. Ils voient dans cette transition un miroir de leurs propres défis. Comment maintenir une souveraineté alimentaire lorsqu'on dépend d'acteurs extérieurs ? Ce groupe perçoit l'expérience burkinabé comme un rappel puissant de la valeur des ressources locales. Pour les citadins, souvent éloignés des réalités agricoles, cette histoire révèle l'interdépendance entre leurs habitudes de consommation et les choix politiques qui façonnent la chaîne alimentaire. Elle pose une question simple mais profonde. Jusqu'où tient notre confort lorsque les circuits d'approvisionnement changent brusquement ? Ce groupe découvre que la stabilité urbaine repose sur des systèmes beaucoup plus fragiles qu'il n'y paraît. Pour les personnes sensibles aux enjeux climatiques, économiques ou sociaux, le cas du Burkina Faso illustre un principe crucial. La résilience commence à l'échelle locale. Cette transition devient un laboratoire grandeur nature, où l'on observe comment un pays affronte simultanément la dépendance, la sécheresse, les pressions extérieures et la nécessité de réinventer sa production. À travers ces 3 angles, une vérité se dessine. Cette histoire n'est pas distante. Elle parle de la manière dont les communautés adaptent leurs choix, dont les sociétés redéfinissent ce qu'elles considèrent comme essentiel, et dont chaque individu participe, volontairement ou non, à ces équilibres délicats. Pour qu'une transition aussi ambitieuse s'inscrive durablement, il faut plus qu'un élan politique. Il faut une méthode, une trajectoire, une architecture capable de transformer l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré en système stable. Ce cadre peut se lire en 4 étapes concrètes, chacune associée à un acteur, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Voici ce qu'il convient de faire. Généraliser les programmes de formation sur les semences locales, la gestion des sols et la production d'engrais organiques. À quel moment ? Sur les 12 prochains mois. L'indicateur correspondant est nombre d'agriculteurs formés et taux d'adoption des pratiques enseignées. Cette étape vise à réduire l'écart entre les régions avancées et celles qui peinent encore à suivre le rythme.
Voici ce qu'il convient de faire. Créer des mécanismes régionaux d'ajustement, réserves tampons, achats groupés, redistribution des excédents locaux. À quel moment ? Dès les prochaines saisons agricoles. L'indicateur correspondant est variation moyenne des prix sur les marchés ruraux et urbains. Cette stabilisation protège les ménages fragiles et renforce l'acceptation sociale de la transition. Voici ce qu'il convient de faire. Professionnaliser les ateliers de compostage et sécuriser la multiplication des semences adaptées au Sahel. À quel moment ? Sur un horizon de 18 à 24 mois. L'indicateur correspondant est volume annuel d'engrais organiques, produits et disponibilité des semences locales. Cette étape transforme l'effort de départ en pilier permanent du système agricole. Voici ce qu'il convient de faire. Harmoniser les circuits d'échange, partager les stocks, coordonner les calendriers agricoles. À quel moment ? Progressivement, avec un premier bilan dans un an. L'indicateur correspondant est flux intra-régionaux de semences et d'engrais organiques. Cela ancre la souveraineté alimentaire dans une logique régionale plutôt que strictement nationale. Ces 4 étapes ne garantissent pas le succès absolu, mais elles transforment une rupture audacieuse en stratégie durable où chaque décision renforce la précédente. Dans cette phase où le regard se tourne vers l'essentiel, une image revient, discrète mais persistante. Celle des coopératives rurales évoquées plus tôt, ces petits groupes qui, face à l'incertitude, avaient ressorti des bocaux de semences anciennes et réinventé leurs propres méthodes. Ce geste modeste, presque fragile, symbolise mieux que n'importe quel discours la transition engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Il rappelle que la souveraineté ne naît pas seulement d'une décision centrale, mais d'une multitude d'actes minuscules, des mains qui trinent les graines, des champs qui reprennent souffle, des villages qui réapprennent à compter sur eux-mêmes. Ainsi, ce parcours ne se lit pas comme l'histoire d'une rupture spectaculaire, mais comme celle d'une lente reconquête du possible, portée par des communautés qui refusent de céder au fatalisme. Et si l'on devait retenir une seule certitude de cette transformation, ce serait la suivante. La Terre répond quand on la respecte. Dans cette phrase se condensent l'effort, la patience et la vision qui ont guidé chaque étape de cette transition. Elle ne promet pas la victoire, mais elle offre un chemin où le Burkina Faso avance, non pas en suivant une route tracée par d'autres, mais en redessinant la sienne, centimètre après centimètre. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'une politique agricole. C'est une réflexion sur la manière dont une communauté décide de reprendre la main sur son avenir. Cette transition ne cherche pas à convaincre par la force, mais à montrer, pas à pas, qu'un autre modèle est possible lorsque les citoyens, les agriculteurs, les petites entreprises et les institutions avancent dans la même direction. Elle invite à regarder différemment notre rapport à la terre, à la dépendance économique et aux choix collectifs qui façonnent les générations futures. Si cette histoire trouve un écho chez vous, c'est peut-être parce qu'elle raconte plus qu'un changement politique. Elle raconte la possibilité d'une autonomie construite, patiente, enracinée. Et au fond, la question n'est pas de savoir si l'on approuve ou non cette trajectoire, mais ce qu'elle nous inspire. Alors, en observant ce qui se transforme là-bas, une interrogation demeure ouverte. Quelle place souhaitez-vous donner, vous aussi, à la souveraineté dans votre propre manière de vivre et de consommer ?